Pour mon projet de master en énergie à l'EPFL, j'ai analysé le problème du CO2 et j'ai découvert de nombreuses choses que j'ai résumées dans 5 vidéos. Les 2 premières exposent le problème et les 3 suivantes explorent les différentes solutions possibles qui existent déjà sur le marché. Ces solutions se cachent souvent derrière des innovations survenues dans les 3 dernières années. Alors commençons tout de suite par la première vidéo. Le CO2, c'est cette petite molécule composée de 2 atomes d'oxygène et d'1 atome de carbone. On le retrouve sur Terre principalement dans les océans et dans l'atmosphère. Le CO2 a la particularité d'absorber les rayons infrarouges et de les réémettre. C'est pour cette particularité qu'il appartient à la petite famille des gaz à effet de serre. Maintenant que nous le connaissons un peu mieux, regardons son histoire. Elle commence avec la création de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Le taux de CO2 était 100 000 fois plus élevé qu'aujourd'hui. 600 millions d'années plus tard, la Terre accueille la première forme de vie. Celle-ci apparaît tout d'abord dans les océans et se développe paisiblement pendant 4 milliards d'années. La vie aquatique connaît finalement une explosion, il y a 600 millions d'années. C'est également à ce moment-là que commence la colonisation des terres par les premières plantes. À ce moment-là, le taux de CO2 est 20 fois supérieur à celui que nous connaissons actuellement. L'histoire continue il y a 450 millions d'années. Les premiers animaux sortent de l'eau et les premiers arbres apparaissent. Le taux de CO2 chute drastiquement, absorbé par la végétation luxuriante. C'est au tour des dinosaures d'apparaître, il y a 250 millions d'années. Bien que ces énormes bêtes génèrent énormément de CO2 en respirant, leur bilan carbone est neutre. Leur règne va durer 200 millions d'années, jusqu'à ce qu'ils succombent aux cendres des volcans du Deccan et à la puissance de la météorite de Chicxulub. C'est finalement au tour de Lucie d'apparaître sur Terre, notre ancêtre. C'était il y a 3,5 millions d'années. Le taux de CO2 à ce moment-là est similaire à celui que nous connaissons actuellement. Zoomons maintenant sur le dernier million d'années. Pour se représenter l'échelle du temps, l'homme a maîtrisé le feu là, il y a 400 000 ans, et il a inventé la roue ici, il y a 5 000 ans. Comme on peut le voir sur ce graphique, le taux de CO2 a varié entre 180 et 290 particules par million. Quant à elle, la température moyenne de la Terre a oscillé entre 5 et 19 degrés. Le climat a donc alterné entre périodes de glaciation et périodes chaudes, créant ainsi des cycles de 100 000 ans. On les nomme les cycles de Milankovitch. Ces cycles sont causés uniquement par la position de la Terre par rapport au Soleil, qui varie avec l'excentricité de l'orbite terrestre et la variation de l'obliquité de la Terre. Si on superpose la température moyenne au taux de CO2, on s'aperçoit que c'est la température qui augmente avant le taux de CO2. C'est l'inverse du phénomène que nous observons actuellement. Et oui, comme expliqué, ces cycles sont provoqués par les variations de la position de la Terre et non par le taux de CO2. Au début d'un cycle, la Terre se rapproche légèrement du Soleil, l'ensoleillement augmente, la température de l'atmosphère et des océans augmente également, l'océan se dilate et comme il peut stocker moins de CO2 à température élevée, il relâche du CO2 dans l'atmosphère. Dans le passé, l'augmentation du CO2 était donc une conséquence de l'augmentation de la température. Mais depuis 200 ans, c'est le CO2 qui augmente avant la température. En fait, les 2 phénomènes existent et sont connus. La température influence le taux de CO2 avec un décalage de 800 ans, et le taux de CO2 influence la température avec un décalage de 50 ans. Regardons maintenant le dernier cycle de Milankovitch. Il commence en période de glaciation, au point A, il y a 20 000 ans. La température moyenne à la surface de la Terre y était de 5 degrés, le taux de CO2 de 180 ppm et le niveau des océans était 120 mètres plus bas qu'en 2020. Ensuite, la température a augmenté rapidement, talonnée par le taux de CO2 pour finalement atteindre son point le plus chaud il y a 10 000 ans. La température moyenne s'est établie à 15 degrés et le taux de CO2 a atteint son maximum à 290 particules par million. Les glaces ont fondu, l'eau s'est réchauffée et s'est dilatée. Le niveau des océans est monté de 120 mètres. Depuis, le climat est lentement entré dans une période de refroidissement. La température et le taux de CO2 ont néanmoins très peu varié jusqu'en 1750. Depuis, l'homme a rajouté 120 ppm de CO2 dans l'atmosphère, faisant passer le taux de 290 à 410 ppm en 2019. Nous avons donc ajouté plus de CO2 dans l'atmosphère en 200 ans que la nature en 10 000 ans.
En moyenne, nous allons 50 fois plus vite que la nature en période de réchauffement et la tendance ne cesse de s'accélérer. En 2020, nous sommes allés 300 fois plus vite que la nature. Quelles en seront les conséquences ? Pour le savoir, il faut comprendre l'effet du CO2 sur notre climat. Comme on l'a vu, le CO2 contribue à l'effet de serre. Cet effet a été découvert en 1800 par différents physiciens. Puis, en 1857, Eunice Foote Newton, a prouvé l'effet de serre du CO2. Elle réalise une expérience avec 2 cylindres en verre qu'elle expose au soleil, l'un rempli d'air et l'autre de CO2. Elle constate ainsi que la température du cylindre contenant du CO2 augmente plus rapidement que les autres. L'effet de serre explique en grande partie notre climat. Juste là, notre soleil. Il nous baigne inlassablement de sa lumière. Chaque minute, une quantité impressionnante d'énergie touche la surface de la Terre. En 1h30, le soleil offre à la Terre autant d'énergie que l'humanité utilise en une année. Cette énergie est emmagasinée par la Terre, puis réémise sous forme d'un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge, s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, repartirait directement vers l'espace. Aucune chaleur ne serait retenue sur la Terre. La température moyenne sur Terre serait d'environ moins 18 degrés. Heureusement pour nous, notre atmosphère se compose de 1% de gaz à effet de serre. Cet unique pourcent de gaz agit comme un immense miroir pour les rayons infrarouges. 88% du rayonnement terrestre rebondit sur les gaz à effet de serre et est renvoyé vers la Terre. Seuls 12% du rayonnement s'échappe vers l'espace. Ce phénomène assure une température moyenne de 15 degrés. En conclusion, si on ajoute des gaz à effet de serre, on augmente le nombre de miroirs autour de la Terre et le pourcentage d'énergie emmagasinée augmente. Chaque seconde, la Terre va emmagasiner plus de chaleur et va se réchauffer. Le CO2 chauffe donc indirectement la Terre. Oui, mais l'homme n'a pas le pouvoir de changer le climat. Les variations de CO2 sont dues à la nature. Faux ! Et le cycle de carbone le montre bien. Attention, on parle bien de carbone et pas de CO2. En fait, on trouve 4 réservoirs de carbone sur la Terre. La croûte terrestre, la biosphère, l'atmosphère et finalement les océans. Chaque année, de nombreux échanges ont lieu entre les différents réservoirs. La biosphère libère du CO2 dans l'atmosphère à travers la respiration et le réabsorbe grâce à la photosynthèse. Au total, la biosphère absorbe un peu plus de CO2 qu'elle en libère. L'atmosphère et l'océan sont en osmose et échangent beaucoup de CO2 en fonction des saisons. L'océan absorbe néanmoins 0,3 gigatonnes de CO2 par an qui se stockent finalement dans la lithosphère sous forme de sédiments. La lithosphère stocke également du CO2 issu de la fossilisation de la biosphère et en rejette à travers les éruptions volcaniques. Mais ça, c'était avant l'industrialisation. Depuis, le cycle s'est grandement modifié. L'homme, en puisant du charbon, du pétrole et du gaz dans les sous-sols de la Terre, a libéré les importantes quantités de CO2 que la nature a stockées minutieusement durant des millions d'années. Cette augmentation est également accrue par la déforestation. 1/3 de CO2 a été absorbé par l'océan, entraînant une acidification importante de celui-ci. La végétation absorbe également plus de CO2 qu'avant. La quantité de carbone contenue dans l'atmosphère est ainsi passée de 500 à 750 gigatonnes de carbone. Alors, est-ce que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est due à l'homme ? Oui, malheureusement. Mais l'homme ne s'arrête pas là. Il rejette d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, des oxydes d'azote et des gaz fluorés. Et il les rejette massivement. Chaque jour, tu rejettes 1 kg de CO2 pour respirer et 14 kg de CO2 en brûlant des combustibles fossiles. Quelles en seront les conséquences ?